Salam alaikum, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo depuis pas mal de temps. Je voulais faire cette vidéo et j'étais un peu pris par le temps. Je ne savais pas par quoi commencer. Est-ce que j'allais l'écrire pour la faire ou pas? Euh, voilà, donc je me suis lancé. On verra ce que ça va donner. Je vous fais cette vidéo suite à l'hospitalisation de mon épouse qui est cuisine marocaine Kautar, Kautar, qui a été hospitalisée au confinement du 15 mars 2020. Elle a été hospitalisée 15 jours après le confinement, mais elle était déjà malade avant du Covid-19. Et je vais vous donner plus de détails suite à cette hospitalisation et au décès de notre défunt beau-père Darham Mskin, et Oussa Ali. Et je vais vous donner plus de détails pour faire réfléchir tous ceux qui pensent que c'est juste une petite grippe ou une petite maladie qui touche seulement les personnes vulnérables ou immunodéprimées et on ne sait plus sur quel pied danser. Mais je peux vous assurer que c'est pas une petite grippe, pas une petite maladie, mais je vais aller plus dans le détail. Commencer, comme dirait l'autre, sans me répéter, par le commencement. On l'a appris comme tout le monde, donc on regarde les infos, on voit cette maladie qui commence à s'approcher petit à petit de la Belgique. Et, euh, et on commence à s'inquiéter comme tout le monde. Et on fait comme tout le monde, on était pris de panique, on a commencé à faire des courses, stocker le maximum de nourriture pour se déplacer le moins possible. Et je pense que ça a peut-être été l'élément déclencheur de la maladie, parce que beaucoup de gens se sont entassés dans les magasins comme nous pour éviter de sortir par après. Donc, aux alentours de début mars, on a commencé à faire ces courses en grande quantité. On a rempli le garage, la cave, couru dans tous les sens. On fait nos courses comme tout le monde. Quelques jours avant le confinement, mon fils a commencé à se sentir mal, mal à la gorge. Et on pensait que c'était juste une petite angine ou rien de spécial, quoi. Donc, si ça passe. On s'attend au confinement, donc tout le monde se prépare à ce que d'autres pays s'étaient confinés. Donc, ma femme décide d'aller voir son père une dernière fois, parce qu'elle s'est dit, pendant le confinement, ils n'allaient plus le voir, bien de très loin, ou s'occuper, comme tout le monde, quoi, s'occuper de ses parents, mais à distance. Donc, elle va voir son père avec mon fils, qui les salue, il reste avec eux une petite heure, et puis ils reviennent à la maison, et puis mercredi, le confinement tombe, tout le monde doit rester chez soi, et puis voilà, comme je ne dois pas vous refaire l'histoire, hein, je crois qu'en Belgique, on est tous passés par là. Deux, trois jours après ce confinement, donc on était confinés mercredi, vendredi, ma femme tombe malade, mal à la tête, mal de gorge, mal au dos. Là commence à passer un peu de doute. Qu'est-ce que c'est ça? J'espère que c'est pas ce Covid qui s'installe. Deux jours après, moi c'est dimanche, je tombe aussi malade. Comme je vous disais au début, il y a tout de suite, mon fils était malade, mais vraiment asymptomatique, vraiment petite migraine et un peu mal à la gorge, c'est passé. Et nous, on tombe malade presque à 2 jours d'intervalle, mon épouse et moi-même. Et là, euh, et là on commence à s'effondrer petit à petit. Mais on n'arrive pas à bien dormir, les courbatures s'installent. Je vous passe les détails d'autres symptômes qui sont euh, qui étaient plus durs à supporter pour moi. La fièvre s'est installée, mais une migraine, jamais j'ai eu une migraine aussi violente pour mon épouse et moi-même. On s'attacher la tête avec des citrons, avec des foulards sur la tête, de l'eau de l'eau d'oranger, la totale quoi. Alors je décide d'appeler mon médecin généraliste, ça lui explique la situation. Il est lundi, donc même pas une semaine après le confinement. Il me dit écoutez, c'est possible que ce soit le Covid. Pas d'anti-inflammatoire, juste du dafalgan, surveillez votre température. Et moi, par chance, j'avais déjà un oxymètre, un saturomètre, on appellerait ça les infirmiers. Et elle m'a demandé de surveiller la saturation du sang toutes les 3 heures.
et de surveiller les symptômes et la progression des symptômes. Qu'il fallait pas tousser très fort, surveiller la fièvre si elle baissait, il y avait un nombre maximum de Dafalgan, d'antalgiques, donc Dafalgan qui est Doliprane pour les Français, paracétamol, 1 gramme. euh, et on faisait ça tous les jours, on surveillait petit à petit, les symptômes évoluaient, je dirais, vers le positif pendant une semaine. Ils ont presque même disparu, je dirais. Et puis, d'un coup, c'est revenu d'une manière très violente. Et, voilà, moi, je suis tombé presque KO la semaine d'après, donc presque 10 jours après l'infection. Ma femme aussi. Et puis, elle, la différence de moi, sa saturation a commencé à se dégrader. Donc, ça a commencé à descendre à 95. 2 jours après, c'est descendu à 92. 3 jours après, c'est descendu à 88. Et là, j'ai décidé d'appeler le médecin en lui disant, voilà, sa saturation descend, qu'est-ce que je fais? Il me dit, écoutez, prenez-la toutes les 5 minutes et regardez pendant 1 heure si sa saturation remonte ou c'est parce qu'elle a fait un effort. Et c'est vrai qu'elle faisait des efforts, elle marchait un peu dans la maison, mais je ne paierais pas ça des efforts. Et donc, 15 jours après le confinement, un peu plus que 15 jours, donc un dimanche, je mesure sa saturation, je la trouve à 85. Je lui dis ça va pas. Et elle avait peur d'aller à l'hôpital parce qu'elle avait peur d'être dans le coma, avec tout ce qu'on entendait à l'époque au début. Je lui dis écoute, on doit aller à l'hôpital voir, être rassuré, parce que c'est pas normal que ta saturation est à 85%, c'est pas normal. Elle me dit non, je la laisse, je me dis je vais lui laisser encore 24 heures. Et donc c'était le matin, vers 9 heures du matin, et vers les 1 heure de l'après-midi, elle me dit c'est plus possible, j'ai mal à la poitrine, j'ai du mal à respirer. Là, je la mets direct dans la voiture, on fonce aux urgences. On arrive aux urgences, les urgences sont saturées de gens, ils ont des tentes à l'extérieur, il faisait froid. On est resté 4 heures aux urgences, je leur ai dit ma femme elle désature complètement. Ils la prennent en charge, ils ne me laissent pas rentrer dans la tente. J'attends ma femme dans la voiture, on se contacte par téléphone et à un moment donné ils me disent c'est bon, je vais être hospitalisé parce qu'apparemment ma température ça va pas, je vais faire un scan. Donc, quelques heures après, donc je rentre à la maison, je vais revoir les enfants, je leur dis voilà votre mère est hospitalisée. Pour le moment rien de grave, ne vous inquiétez pas, donc ils s'inquiètent pas. Euh, Elle me rappelle quelques heures après en me disant qu'ils vont l'hospitaliser parce qu'il y a des problèmes dans le scan, ses poumons sont atteints. Qui doivent la mettre sous oxygène. Donc jusqu'à là, on n'est pas encore trop, on est inquiet, mais on n'est pas encore trop inquiet. Ils la font monter, pas en soins intensifs, donc en hospitalisation normale. On lui donne de l'oxygène en très grande quantité. On parlait de 15 ou 20 litres de sang, d'oxygène, ce qui est énorme. Par les lunettes c'est les 2 petites tiges qu'on met dans le nez, c'est le masque le plus petit en fait apparemment. Ça va toujours pas, ça se dégrade, on lui met un autre masque avec un ballon, on augmente de plus en plus l'apport en oxygène et sa saturation continue à se dégrader. Et puis je vous parle de ça, c'est en quelques jours, donc en 3 4 jours, ça se dégrade vraiment et un matin on m'appelle, il me dit monsieur, voilà, c'est même pas elle qui m'a appelé. Elle m'appelle un matin en me disant votre femme on l'a descendue au soin intensif, vous n'aurez peut-être plus contact avec elle parce que ça va vraiment pas. Et on lui met ce qu'on appelle une respiration, une oxygénothérapie non invasive, VNI, ventilation non invasive. Donc un masque qu'on serre très fort sur la tête et on envoie presque 60% d'oxygène. Les infirmiers vous expliqueront, ou les médecins vous expliqueront comme ça veut dire quoi 60%, il paraît que c'est énorme. Il paraît que c'est comme monter dans un TGV et sortir sa tête par la fenêtre. Quand le TGV est à 300 à l'heure, c'est énorme. Alors ils ont essayé cette méthode pendant une semaine. On n'arrivait même pas à lui parler parce on pouvait encore la contacter par vidéophonie, WhatsApp, vidéo. Qu'elle nous faisait des gestes de la main, elle nous expliquait que ça allait, elle levait le pouce, ça va, ça va, ça va. Une semaine après, je l'appelle le soir, elle me dit écoute ça va, on m'a enlevé le masque, on m'a tout enlevé, elle a commencé à me parler normalement. Elle était couchée sur le ventre, il paraît ça aide mieux à respirer. Elle m'a parlé, elle m'a dit écoute je vais dormir parce que je suis un peu fatigué, je te rappelle demain. Le lendemain à 8 heures, l'hôpital me sonne en me disant on a dû mettre votre femme dans le coma
parce que son état s'est dégradé la nuit. Là, le choc, j'étais choqué, j'étais retourné, j'étais dans tous mes états. Je me dis comment une femme de 39 ans avec aucun antécédent médical, aucun problème pulmonaire, aucun problème de santé, qui a une nutrition parfaite, qui mange très peu de viande, qui fait attention à ce qu'elle mange, des vitamines. Je dis comment on a pu basculer aussi vite là-dedans. Et en parallèle avec cette histoire, il y a mon beau-père qui est hospitalisé en même temps qu'elle. Je pense que 4 5 jours après qu'elle ait été mise dans le coma, lui décède. Lui décède très vite, malheureusement. On l'a perdu dans cette période-là. Donc il décide de la mettre dans le coma. J'essaie de téléphoner à l'hôpital pour avoir plus de nouvelles, je n'ai pas. C'est très difficile à les avoir. On passe par des psychologues qui nous disent quelle info vous voulez avoir, on vous met en contact, ou vous rappelleront, qu'on attend toute la journée pour que le médecin nous rappelle, mais s'il n'y a pas d'évolution, ils ne nous rappellent pas. Parce qu'ils ont énormément de patients. Il faut se dire que les hôpitaux étaient vraiment débordés de personnes, débordés de patients et débordés du travail. 2 jours après avoir été mise dans le coma, donc ma femme est mise dans le coma sous respirateur artificiel. 2 jours après, ça va toujours pas, son état se dégrade vraiment. Elle est très 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 critique. Donc les médecins décident d'un consensus entre eux de la mettre sous ECMO. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ECMO, mettra un lien dans la vidéo et vous verrez ce que c'est que l'ECMO. L'ECMO, c'est une machine extracorporelle qui oxygène le sang comme une espèce de dialyse, mais là, elle fonctionne par oxygénothérapie externe. C'est une machine qu'on utilise pour les opérations du cœur, pour mettre le cœur au repos. Ça, c'est la véno-artérielle. Et puis la véno-veineuse, c'est pour remplacer les poumons. Il faut vous dire que les poumons de mon épouse ne fonctionnent plus du tout. Ils avaient perdu 80% de leur capacité. 80%. Donc ils installent l'ECMO et on me dit il faut attendre une dizaine de jours pour voir si elle renverse la tendance. C'est-à-dire qu'on continue à lui donner de l'oxygène par voie orale, mais très peu d'oxygène. Vraiment juste le minimum d'oxygène et c'est l'ECMO qui fait le reste. 10 jours après, pas de changement. C'est déjà énorme de rester avec une machine comme ça pendant 10 jours. Je sais qu'il y a des records où il y a des gens qui sont restés 3 mois. Mais dans les hôpitaux comme ceux qu'on a ici à Bruxelles, c'est très rare d'avoir des gens qui restent aussi longtemps et qui en survivent. On en reviendra plus tard. Donc 10 jours après, pas de nouvelles, toujours rien. 15 jours après, ça commence à s'améliorer. Ça s'améliore. Il y a des changements. Elle fait des allergies à des antibiotiques. On lui change des antibiotiques. Elle fait des infections. On lui donne des infections liées à tous ces cathéters invasifs. Donc, les problèmes des soins intensifs. Donc, on rentre pour un truc et puis parfois on chope une maladie d'autre chose, rien à voir avec la maladie. Donc on lui fait des radios presque tous les jours, on lui fait des scans, on regarde l'évolution. Et puis au moment où on reçoit de bonnes nouvelles, 2 jours après, donc après 15 jours d'ECMO, 2 jours après elle fait un choc cardiogénique. Donc là aussi on vous mettra un lien à ce que c'est. Le cœur, le côté gauche du cœur arrête de fonctionner convenablement, sa tension descend à 6. Et là, les médecins doivent trouver une solution. Donc, ils lui ont mis l'ECMO en véno-veineuse. Ils décident de la mettre en véno-artérielle. Toute une chirurgie qui est faite avec des canules. Donc, on transfère la machine vers le cœur. Donc là, elle doit aider les poumons et le cœur. Et donc, je pars en catastrophe à l'hôpital parce qu'on me prévient. J'arrive là-bas, je vois ma femme dans un état. Je ne pouvais pas la voir au début. Et là, on m'a laissé la voir. Et le médecin me dit, écoutez, les heures sont comptées, les prochaines heures vont être décisives. Donc si elle survit les prochaines heures, elle passera le cap, mais pour moi c'est très très critique. Moi je lui donne 10% de chance de survivre à ça. Alors on perd pas espoir, on fait des doigts, on rentre à la maison, mais on est complètement retourné. Donc on est dans un état, je vous cache pas, de dépression, d'inquiétude catastrophique. Le soir, l'hôpital nous appelle, ils nous disent que ça va, son état s'améliore. Et j'ai oublié un détail, donc avant qu'elle fasse le choc cardiogénique, on nous avait dit dans 2 jours on lui enlève l'ECMO.
Donc ils allaient enlever cette machine. C'est ça qui était le plus dramatique. Alors au contraire, donc on est revenu à zéro. C'est comme si on était revenu au premier jour où ils ont mis l'ECMO. Donc ça va, ça se passe bien, son cœur reprend. 3 jours après, on lui réenlève cette ECMO, on la remet en véno-veineuse. Donc c'est de nouveau une chirurgie dangereuse qui peut avoir des conséquences graves. Donc on lui met l'ECMO en véno-veineuse, et puis je téléphone au médecin quelques jours après, 3 jours après, et puis il me dit écoutez, moi votre femme, moi je pense pas qu'elle va survivre à ça, ça fait plus de 25 jours qu'elle est sous ECMO, je pense pas, j'ai jamais vu quelqu'un survivre aussi longtemps à cette machine. Je perds espoir, je me morfonds sur moi-même. On est en plein ramadan. Premier ramadan qu'on passe sans ma femme, mes enfants sans leur mère. On est coupé de tous les autres. Je voulais entendre personne au téléphone, je voulais parler à personne. J'étais dans mon monde et je faisais mes doigts. Je priais la nuit, je priais la journée. Je faisais mes invocations et demandais aux amis de faire des invocations. Je leur remercie beaucoup parce que beaucoup partageaient des messages et me disaient quand ils faisaient leurs invocations. Je leur remercie beaucoup. Donc on est au 25e jour. 3 jours plus tard, je téléphone au médecin, il me dit c'est magnifique, elle a récupéré la compétence pulmonaire et il lui donne 2 3 jours, ils enlèvent l'ECMO. Je dis tiens, c'est incroyable. Comment ça a pu comment ça a pu changer d'un coup. Donc on attend, on patiente, parce qu'ils nous ont fait le coup une fois, donc ils nous ont dit que ça allait, et puis après ça n'a pas été, on a patienté, puis au 29e jour, ou au 30e, je ne sais plus exactement, d'ECMO, on ne parle pas de coma, le coma, on l'a dépassé de beaucoup. Au 30e jour, je crois, on enlève l'ECMO et ça réussit, et on la met sous respirateur et on lui donne 40% d'oxygène, d'apport en oxygène. Ce qui est encore énorme, hein, mais bon, c'est mieux que cette machine qui pouvait provoquer de la coagulation du sang, la coagulation du sang qui pouvait, quand sort de ton sang, sort de ton corps, rentre dans une membrane pour être oxygéné, il y a toujours un risque, un énorme risque. Les médecins sont contents, ils ont passé une étape, ses poumons sont toujours détériorés, ils fonctionnent toujours pas assez bien. Et une semaine après de l'avoir enlevé sous ECMO, on m'appelle, on me dit je peux venir la voir, elle a ouvert les yeux. Donc je vais la voir. Donc elle ouvre les yeux, mais c'est des yeux vides, hein. Je rentre dans la pièce, je vous passe les détails de la combinaison que j'ai dû mettre pour rentrer dans cette pièce. Donc quand on arrive dans les soins intensifs en unité Covid, il faut mettre une blouse, 2 paires de gants, un masque, une casquette sur la tête, la totale. Et ces vêtements ils doivent être mis avant de rentrer dans la pièce et jetés à l'intérieur de la pièce en sortant, sauf la dernière paire de gants. Et à chaque fois qu'on y rentre, donc les infirmières, à chaque fois qu'elles doivent faire une intervention, elles doivent s'habiller comme ça. En tout cas, je remercie les infirmières pour tout le boulot qu'elles ont fait. Je pense pas qu'on aurait fait ça dans un pays du tiers-monde. Donc je vais la voir, ses yeux sont inertes. Euh, je lui serre la main, mais aucune réaction. Et je vais voir le médecin, puis il me dit oui, c'est normal, elle était dans un coma très profond, il faudra plusieurs jours, voire une semaine, pour qu'elle se réveille. Alors, alors j'attends, et on me donne l'autorisation d'aller la voir tous les jours. Ce qui est exceptionnel en Belgique. On n'avait pas le droit d'aller faire des visites, soins intensifs chez les patients. Mais comme c'est un cas exceptionnel, même eux n'en reviennent pas qu'elle est revenue d'aussi loin. On m'autorisait à la voir tous les jours pour l'aider à se souvenir, parce que apparemment au réveil, elle ne se souviendrait de plus personne. C'est ce qui m'inquiétait le plus aussi, mais elle est là, en tout cas, elle est là. Elle est toujours sous respirateur. Donc 2 jours après, on m'appelle, on me dit que je suis autorisé donc à aller la voir. Quand j'arrive là-bas, on me dit qu'ils allaient faire une trachéotomie pour la respiration parce qu'ils ne peuvent pas la laisser sous respirateur par intubation au-delà de 1 mois. Donc on me dit demain, ils vont faire une trachéotomie et faire la respiration par trachéotomie, donc par la gorge. Cicatrice ici et c'est ventilé par la gorge. Donc 2 jours après, ils le font. Elle commence à s'éveiller. Donc elle ouvre les yeux, elle hoche de la tête.
On lui pose des questions, elle répond pas. Je lui amène des photos, je lui amène des vidéos, j'essaie de lui faire des gestes, j'essaie de lui parler, j'ai aucune réponse. Malgré qu'elle est éveillée, elle nous fait un épisode de fièvre inexpliqué. On lui donne les antalgiques, les paracétamol pour calmer la fièvre, ça ne va toujours pas. On lui met de la glace et on réussit à stabiliser cette fièvre en 2 jours. Petit à petit, de fil en aiguille, ça a mis peut-être 3 semaines. Tous les jours, j'y allais tous les jours une petite heure pour lui parler, lui montrer les photos, et petit à petit, elle commence à dire oui avec la tête, non. Et c'est venu petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça a mis 3 semaines. Et, elle se souvenait même pas, elle se souvenait même pas qu'elle était dans cet hôpital-là. Elle pensait qu'elle était dans un hôpital dans une autre ville. Bon, elle me raconte des choses qu'elle a vues dans le coma, je vous passerai les détails. Des choses religieuses. Elle a rencontré son père dans son coma, on était avec elle, elle était dans un autre monde en fait, elle ne sentait rien, elle n'avait pas de douleur, pas de... Pour elle, ce n'était qu'une nuit passée, hein. Elle me dit, j'ai senti que c'était long, ça a pris du temps, mais réellement, c'est comme si j'avais dormi une longue nuit. J'avais fait une grande grasse matinée. Donc les 2 mois qu'elle a passé dans le coma sont passés très très vite pour elle, et pour nous, ça a été un long fardeau, hein. Enfin, donc elle reprend connaissance, elle ne peut toujours pas parler parce qu'elle a la trachéotomie. On décide de lui donner à manger malgré la trachéo, parce qu'ils ont un système de pompe qui dessert et resserre la pompe pour lui donner à manger, donc ils ont peur qu'il y ait une fausse route. Fausse route, c'est quand on a été mis en intubation aussi longtemps, on perd la notion de manger, on ne sait pas manger, on risque d'avaler de travers. Donc ils essayent de lui apprendre à manger, apprendre à boire, même boire c'est difficile, c'est le plus difficile apparemment boire. Euh, Apprendre à boire, apprendre à manger, apprendre à se lever, apprendre à utiliser les mains, oui, elle ne savait pas utiliser ses mains. Et tout est endormi comme s'il était tétraplégique. Donc réapprendre à utiliser les mains, réapprendre à boire, réapprendre à manger, réapprendre à se lever, réapprendre à marcher. On est, on est le 5 octobre 2020, elle fait encore de l'ergothérapie et de la kinésithérapie. Elle a encore des mouvements qu'elle ne sait pas faire. Elle a encore des problèmes pulmonaires. Elle n'est qu'à 80% de fonction pulmonaire. Elle a encore des problèmes de mémoire. Il faut savoir que le Covid, on en découvre tous les jours. Il paraît que, d'après un médecin, il dit qu'il ne s'attaque pas qu'aux poumons. Il s'attaque au système nerveux central. Il s'attaque au cœur. Il s'attaque aux reins. Il s'attaque au foie. Ce qui peut causer surtout au système nerveux central, des troubles de mémoire, des troubles. Euh, Quand je dis des troubles de mémoire, c'est si elle cuisine un truc, elle oublie rajoutera 2 fois du sel ou des problèmes d'élocution, des problèmes d'équilibre. Et tout ça, il paraît que c'est le cerveau qui fait fonctionner tout ça. Bon, compliqué, pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc, elle est sous trachéo, on lui apprend à manger et elle évolue très bien, très vite, apparemment plus vite que ce qu'on pensait. Donc, on lui enlève très vite la trachéo. Elle se remet à parler. On lui a pas dit que son père était décédé. On voulait pas l'inquiéter. On lui a dit qu'il était toujours à l'hôpital dans le coma. Elle a plusieurs traitements. Elle a des anticoagulants. Elle a un problème parce elle prend du Nobiten 5 mg. C'est un médicament pour le cœur, parce qu'apparemment quand on rentre dans le coma, tout se dérègle, les hormones, le fonctionnement du corps se dérègle complètement. Donc, elle prend aussi des antidépresseurs, elle a des anti-inflammatoires, des antidouleurs, parce que de temps en temps, elle a encore des douleurs. Le plus difficile, c'est les anticoagulants, c'est une seringue qu'il faut taper tous les soirs de 40 mg. Clexane. Clexane 40 ml. Parce qu'apparemment, le Covid fait des thromboses dans les poumons, dans les veines. On en découvre tous les jours cette maladie. Euh,
Donc, elle sort de l'unité de soins intensifs, elle va en rééducation, en revalidation. En revalidation, c'est un mot qui n'existe même pas dans le dictionnaire, on a réussi à l'inventer. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Pour ceux qui le trouvent, mettez-moi un lien. Mais on appelle ça la revalidation, la rééducation. Donc, elle va en revalidation, Covid. Pourquoi? Parce que 3 mois après, quand on lui a fait des tests PCR, elle avait encore du virus dans le sang. 3 mois. Alors on a fait, comment ils appellent ça, des cultures virales. Donc ils ont fait des cultures virales et ils attendaient en retour que ce soit négatif. Et dès que c'est revenu négatif, on a pu l'enlever de l'unité Covid revalidation à l'unité normale. Et ça a fait une pierre deux coups parce que le gouvernement, à cette période-là, a relâché les visites. Donc on a pu aller la voir plus d'1 heure par jour. Donc j'ai pu aller la voir, je l'avais plus vue depuis un moment. Elle était contente de me voir et elle a commencé à apprendre à remarcher, à respirer normalement. C'est un chemin c'est sur sa route, c'est un chemin difficile à prendre, mais qu'il faut prendre. Et c'est le parcours du combattant, réapprendre à respirer. Je sais, quand vous dites ça à quelqu'un, vous dit comment ça, on a arrêté de respirer? Non, elle ne respire pas bien. Voilà, elle doit réapprendre à contrôler sa respiration, réapprendre à manger, réapprendre à boire. Et tout ça se fait en revalidation. Parce que tous les muscles sont atrophiés. Il faut savoir qu'elle a perdu une vingtaine de kilos, hein. Dans le coma, on perd du poids, on perd des muscles. Et voilà. Donc, euh, après cet épisode de revalidation de 2 semaines, ils ont décidé de la laisser partir. Ils ont voulu la garder plus longtemps maintenant. Elle ne voulait plus rester, elle était déprimée. Il faut dire que c'était la seule qui avait 39 ans. Elle était entourée de personnes âgées de plus de 80 ans. Ça fait un peu bizarre, elle peut discuter avec personne. Ils sont tous un peu déprimés, ces personnes qui sont là. Donc on retourne 2 fois par semaine à l'hôpital pour de la kinésithérapie et de la neurovalidation. Puis on a d'autres rendez-vous avec le neurologue, le pneumologue, le cardiologue, et ça, chacun avec sa date bien spécifique, mais qui est suivi de près. Et pour dire à tous ceux qui pensent que c'est une maladie qui est juste passagère, ou qui est juste une petite grippe, non, c'est pas une petite grippe. Je vais vous montrer les anticoagulants qui sont pris. Ça, c'est le Clexane, 40 milli. Et ça, elle doit prendre tous les jours encore maintenant. C'est une seringue qu'il faut taper 1 fois par jour à la même heure. Le Nobiten, 5 mg. Ça, c'est pour les troubles de rythme cardiaque. Et elle prenait aussi des vitamine C, et j'ai d'autres médicaments que je n'ai pas ici. Une pommade parce que la trachéo, elle laisse une grande cicatrice. Il n'y a pas que la trachéo, hein. Quand vous êtes sous ECMO, vous avez une cicatrice ici, là, parce ils mettent des canules par ici, une autre là, la toute des cicatrices ici, et une dans l'aine, et dans l'autre aine aussi, de l'autre côté, du côté cœur, parce que là, quand elle était en véno-veineuse, elle était du côté opposé, et quand elle était en véno-artérielle, la canule a dû passer du côté cœur. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas de la rigolade, c'est pas une petite maladie. Apparemment, il y a plusieurs souches. Nous, on a eu le malheur de tomber sur la chose la plus violente. J'oublie un petit détail dans toute l'histoire. Dès que ma femme s'est réveillée donc, de son coma, mon fils a été hospitalisé. Mon fils a 19 ans. 19 ans, il a été hospitalisé pour une embolie pulmonaire, donc post-Covid. 19 ans, sportif, il va tout le temps à la salle, il n'a aucun problème de santé, il ne prend pas de médicaments. Voilà. Donc il a été hospitalisé 2 semaines, il a fait une allergie à 2 antibiotiques. Il a reçu un traitement, ils ont pu déboucher ses poumons, c'était un problème d'une embolie pulmonaire. Pas trop grave apparemment, ça lui a quand même coûté 15 jours d'hospitalisation et 15 kilos. Il a perdu 15 kilos.
Mais jusqu'à aujourd'hui, ça va. Il a juste des troubles de mémoire. J'ai l'impression parfois il oublie les choses. Je comprends pas. Pour mes autres enfants, donc ils ont tous été infectés par le Covid. Ils ont développé des symptômes, de très petits symptômes, migraine, maux de gorge, saignement du nez, rien d'extraordinaire, mais quand même des symptômes qui sont gênants. La petite, on ne le sait pas parce qu'on a fait la prise de sang sérologique pour voir si on était séropositif au Covid. On l'est tous, sauf un de mes fils qui ne l'est pas, Yacine. On m'a dit que c'était 3 mois après l'infection, donc c'est possible qu'il n'a plus les anticorps. Comme euh, il a développé asymptomatique, donc il n'a pas forcément d'anticorps. Euh, donc je me suis les gardé pour la fin. Moi j'ai perdu 12 à 13 kilos d'anxiété. Donc, moi, pendant toute cette période d'anxiété, j'étais sous antidépresseurs, euh, somnifères, la totale. Je sais même plus ce que je prenais. Et ça marchait même pas. Je prenais de l'alprazolam, alprazolam, diazépam, et en plus j'ai des problèmes au cervical, donc je prends déjà des antidouleurs de type Contramal, Tramadol. Je prends un comprimé par jour. J'en prends jusqu'à 3 quand c'est vraiment douloureux, mais j'essaie d'éviter parce que c'est vraiment une drogue. Donc j'en prends un par jour. Et pendant la période du Covid, j'ai pas voulu en prendre. Je me dis que ça va peut-être engendrer ou provoquer quelque chose avec cette maladie dont on ne sait pas. Enfin, soit, c'est passé. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Ça n'a pas été, ça a été un choc psychologique, physique, émotionnel. On en est toujours parmi. On en est toujours parmi parce que cette maladie, ça continue. Je vous fais cette vidéo, on est un mardi, on est mardi 6 octobre. Trump est sorti de l'hôpital et il ose dire dans la presse de ne pas avoir peur du Covid. On n'a jamais dit qu'il fallait avoir peur du Covid. Il faut craindre le Covid. Parce que la crainte amène à tenir, à faire attention, à prendre ses précautions. Et quand je vois que certaines personnes de mon entourage négligent les gestes barrières, négligent le masque, les gens qui se plaignent de mettre le masque, c'est quand même dingue ça. Je le souhaite à personne, franchement, je le souhaite à personne. Même ceux qui disent que la maladie n'existe pas, franchement, je le souhaite à personne. Euh, Parce que être passé par où on est passé, je pense que certains se seraient donné la mort. Il y en a, je pense pas qu'ils auraient autant patienté. Parce qu'il faut tout remettre dans son contexte. On est en confinement, vous avez un proche à l'hôpital, vous avez des enfants à la maison, personne ne peut venir vous voir, vous pouvez aller voir personne. Personne ne peut venir vous consoler. Il y a eu énormément de morts autour de nous dans la famille, énormément de personnes qui sont décédées. Mon beau-père ici qui est décédé, mais il y a énormément de personnes qu'on connaît dans notre entourage qui sont décédées, énormément de personnes qui sont passées par les soins intensifs. Il y a encore des gens que je connais qui sont encore en revalidation, ça fait 4 mois. Des jeunes de 30 ans. Mon fils a 18 ans, il est rentré à l'hôpital, il a été hospitalisé, il a été mis sous oxygène. Dire que ça touche que les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées, donnez-moi une explication hein, au génie qui ose dire ça. Il y a un virologue à Bruxelles, je vais pas citer son nom sinon il va m'attaquer en justice, ce clown, qui est à Saint-Luc, qui ose dire non, le masque il sert à rien, non, ceci ça sert à rien, non, ceci ça sert à rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infectés, mais il y a beaucoup de gens en moins qui vont aux soins intensifs, il y a beaucoup moins de morts. Un mort, c'est un mort de trop, hein. Si nous on a perdu le beau-père, je comprends pas, on est devenu de la marchandise. Non, il n'y a que 5 morts par jour, non, il n'y a que 10 morts par jour.
Il n'y a que, j'ai horreur d'entendre ce genre de phrase. Il n'y a que un mort, c'est un mort de trop. Il était peut-être pas proche de vous, mais il était proche de nous. Et si on peut l'éviter, on l'évite. Oui, vous allez me dire que personne ne peut retenir la mort. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, euh, mais voilà, moi j'en veux à notre gouvernement. Je lui en veux parce que on a pris. Mais je pense pas qu'il y a que notre gouvernement qui l'a fait. Je crois que le monde entier a pris cette maladie pour de la rigolade. On a continué à laisser les frontières ouvertes, à laisser les gens circuler comme ils le voulaient. On a laissé les gens partir en vacances. On a réouvert les écoles en septembre. C'est dingue. On a réouvert les écoles en septembre. Chapeau. Et les chiffres ont explosé. Ils sont en train d'exploser les chiffres. Voilà. Et jusqu'où on va aller comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. On est un peu perdu. Mais il faut pas perdre espoir. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de votre famille. Faites très attention. Les gestes barrières, du gel hydroalcoolique ou bien lavez-vous les mains. Privilégiez le lavage des mains quand vous sortez vous venez de l'extérieur. Quand vous ramenez vos courses, désinfectez-les, passez une lingette dessus, on ne sait jamais. Vous allez me dire que c'est de la paranoïa. Non, c'est pas de la paranoïa, c'est prenez vos précautions. C'est plus des précautions que de la paranoïa. Moi, je préfère laver, essuyer ce qui est venu de l'extérieur que me morfondre dans mon salon et attendre qu'on me dise que un de mes proches va décéder, qu'il est entre la vie et la mort. Tant que vous n'avez pas été dans cette situation, même si un de vos proches l'a vécu, tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même, vous ne pouvez pas comprendre en fait. On est obligé de faire des vidéos comme ça pour vous l'expliquer. On est obligé. C'est dingue, cette vidéo elle dure depuis 36 minutes là. Et je pourrais encore vous parler pendant 2 heures. Mais voilà, j'ai passé plein de détails, un détail qui relève de la vie privée. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et wassalamu alaikum.